Bonjour et bienvenue à cette démonstration de la future plateforme e-procurement. Il s'agit d'une démonstration pour adjudicateurs dans laquelle nous allons regarder de plus près comment faire une procédure négociée sans publicité préalable sur la nouvelle plateforme. Donc pour cela, on va d'abord voir comment rédiger et envoyer une invitation. Ensuite, nous allons regarder du côté des entreprises comment se déroule la soumission d'une offre. De nouveau, du côté de l'adjudicateur, on va passer à l'ouverture des offres. On va ensuite rédiger le PV d'ouverture et le publier. Et finalement, on va vous montrer comment rédiger et remplir l'avis d'attribution, ou en tout cas partiellement remplir l'avis d'attribution du marché. Juste un petit rappel, donc dans cette nouvelle plateforme, il y a deux pistes pour lancer une procédure négociée sans publicité préalable, donc s'il s'agit de publication ou d'invitation. Et donc en tout cas, on peut soit faire la piste étendue, si on veut, donc ça c'est la première piste, dans laquelle on va d'abord créer son dossier, et à l'intérieur du dossier, on va déjà donner ou fournir quelques informations, telles que le numéro de référence, le titre et la description, éventuellement spécifier la base légale et la procédure, le code CPV et ainsi de suite. Après, dans une deuxième étape, on va définir le nombre de lots et pour chacun des lots, on peut également donner le titre, la description, des codes CPV supplémentaires et ainsi de suite. Et finalement, troisième étape, là on va lancer l'invitation, ce qui se déroule via un wizard qui va reprendre les données qu'on a déjà encodées dans le dossier et quant au numéro de lot. Et ensuite, une fois qu'on a complété ce wizard, on pourra configurer notre invitation. Donc, c'est-à-dire configurer notre forum pour questions et réponses, configurer le coffre-fort pour la réception des offres, oui, dans ce cas-ci, des offres, établir la shortlist, donc ajouter des entreprises à la shortlist, écrire notre lettre d'invitation et finalement télécharger les documents du marché. Donc tout cela peut se faire comme on affiche ici d'une manière plus étendue, donc en 3 étapes, mais on a également, si on veut, une piste qui est une sorte de raccourci et qui vous permet de réaliser tout cela d'un seul coup. Donc vous allez pouvoir créer d'un seul coup une invitation. Via le wizard que vous allez parcourir, vous allez remplir les données nécessaires du dossier et quant au nombre de lots. Et ensuite, de nouveau, on va configurer l'invitation, établir la shortlist, écrire la lettre d'invitation et télécharger les documents du marché. Donc pour cette démonstration, on va uniquement montrer cette deuxième piste, qui est le raccourci, mais sachez donc qu'il y en a plusieurs. Voilà. Je passe maintenant à la plateforme. Je vais changer la langue en français. Voilà. Donc ici, on est sur la page d'accueil de la nouvelle plateforme eProcurement. Et pour continuer, on va bien sûr se connecter comme acheteur, comme adjudicateur. Pour cela, on va se connecter avec EID with me. Ici, j'utilise la connexion via EID. Je mets mon code PIN. Et je suis connecté à la plateforme où j'arrive sur mon dashboard. Et évidemment, parce que je suis néerlandophone, mon profil va d'office se mettre en néerlandais, mais je vais réactiver le français. Voilà, donc ici on arrive sur le dashboard, on a, selon les rôles qu'on a dans les différentes organisations ou dans l'organisation à laquelle on fait partie, on a plusieurs items dans le menu à gauche et on a aussi ici des boutons pour déclencher des actions. Donc ici, ce qu'on va faire, on va lancer un workspace, donc un espace de travail justement pour une invitation. Donc si on clique sur ce bouton, Create Workspace, les traductions arrivent. Ça, c'est encore en cours de route. Mais donc, ici, j'ai le choix. Je peux créer un espace de publication, d'invitation ou de notification. Ici, on va prendre la deuxième option, créer une invitation. Et donc ici, on a le wizard qui, en quelques étapes, va nous guider, puis qui va nous permettre de créer notre invitation. Donc tout d'abord, on va devoir définir quelques données relatives à l'objet du marché, ensuite quelques données relatives à la procédure, et finalement des paramètres vraiment spécifiques à l'invitation. Nous devrons tout d'abord sélectionner, en tout cas dans mon cas, parce que je suis associé à plusieurs organisations qui me permettent
de publier, d'envoyer des invitations. Donc je devrais sélectionner ici l'organisation pour laquelle je vais créer l'invitation. Donc je vais prendre eProc Sandbox 2. Et je vais encoder ensuite, vous voyez c'est une organisation francophone, les langues de publication par défaut, la langue de publication par défaut c'est le français. Je peux activer d'autres langues si on veut, on peut activer d'autres langues si on veut, mais on va pas faire ça pendant cette démonstration. Ensuite, je complète donc les données qui sont nécessaires pour pouvoir créer en arrière-plan le dossier, donc le dossier qui correspond à notre marché dans son ensemble. On va d'abord devoir donner un numéro de référence, ensuite le titre du marché. Il s'agit ici d'un marché fictif pour le nettoyage d'un bâtiment scolaire pour une période de 3 mois, donc ce qui justifie l'utilisation de la procédure négociée sans publicité préalable. On va fournir une description et ensuite on va aussi catégoriser le marché. Donc on va sélectionner la nature principale. Il s'agit d'un marché de services, de nettoyage, et ici dans l'arborescence avec les codes CPV qui est déjà filtré, qui n'affiche que les codes qui sont d'application pour les services, on va essayer de trouver un code apte ou qui décrit, qui colle au mieux avec l'objet du marché. Donc, soit je peux chercher dans l'arborescence en ouvrant les différents niveaux, niveaux de l'arborescence, soit je peux saisir un mot-clé dans la barre de recherche. Donc, je tape nettoyage et il m'affiche plein de codes. Donc, il surligne en jaune les résultats. Et ici, je vois qu'il y a un code qui semble correspondre à ce que je souhaite réaliser, service de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres. Donc, je vais sélectionner ce code CPV, et voilà. Comme j'ai dit, on peut également changer le nombre de lots via ce wizard. Donc, par défaut, il y a toujours un lot. Un marché sans lot, c'est un marché avec un seul lot. Mais on peut augmenter le nombre de lots si on veut, mais c'est pas non plus ce qu'on va faire pour cette démo. Je passe à l'étape suivante. Donc ici, on va définir des données plutôt juridiques, c'est-à-dire qu'on va sélectionner la base légale. Donc ici, on a toutes les directives parmi lesquelles on peut choisir, donc directives secteur classique, secteur spéciaux, défense et sécurité, et ainsi de suite. Le choix ici, il est défini ou il est limité parce que au niveau de l'organisation. Donc le gestionnaire d'une organisation peut bien dire, voilà, dans mon organisation, on ne fait que, ou on ne travaille que dans le secteur classique, et donc du coup, l'acheteur qui sera associé à cette organisation n'aura que cette option-ci dans ce menu. Donc ici, on va rester dans le secteur classique. On devra ensuite catégoriser l'invitation. À quoi sert cette invitation? Est-ce qu'il s'agit d'une invitation qu'on envoie de titre purement informatif ou qui s'inscrit dans la phase de planification du marché? Donc ça, c'est plutôt une exception, mais en tout cas, c'est prévu. Ensuite, on a l'option qui sera la plus utilisée, qui est le fait que l'invitation est envoyée parce qu'il s'agit d'une mise en concurrence, donc c'est un appel à la concurrence, c'est ce qu'on va sélectionner ici. Et on a également prévu l'option d'utiliser une invitation pour permettre de régulariser des offres si jamais le besoin en est. Donc, on choisit ici la deuxième option. Et il nous reste ensuite qu'à sélectionner la procédure. Donc la liste des procédures, elle est aussi, dépend aussi évidemment de la base légale qu'on a choisie. Donc ici on a toutes les procédures qui sont valables pour le secteur classique. Et on va prendre la procédure négociée sans publication préalable. Finalement, on a les paramètres de l'invitation. Donc, tout d'abord, le numéro de l'invitation. On a déjà donné un numéro de référence au dossier, mais il faut aussi donner un numéro de référence à l'invitation. Donc, ça nous permet de distinguer les différents espaces de travail dans notre dossier. Donc, s'il y a plusieurs publications ou plusieurs invitations, on peut facilement les reconnaître à l'aide de ce numéro de référence. Par défaut, le système fait une suggestion, donc inv01, invitation 01, mais on peut parfaitement mettre ce qu'on veut. Invitation. On a la date d'envoi, donc date à laquelle on va envoyer l'invitation. Par défaut, c'est la date d'aujourd'hui. Et ensuite, on nous demande de mettre un mot de passe, le mot de passe dont les soumissionnaires auront besoin pour pouvoir accéder à l'invitation. Donc soit on peut donner un mot de passe
on peut choisir un mot de passe en tapant ce qu'on veut, soit on peut cliquer sur générer et la plateforme va générer un mot de passe sécurisé. Ensuite, finalement, deux options très importantes qui par défaut se mettent sur oui. Est-ce qu'on veut utiliser le coffre-fort, c'est-à-dire est-ce qu'on veut utiliser la partie e-tendering si on veut, donc la zone sécurisée pour la réception des offres? Évidemment que oui, on veut utiliser le coffre-fort. Et est-ce qu'on veut utiliser le forum pour gérer les questions et les réponses des entreprises et pour permettre une communication transparente avec les entreprises qui sont intéressées par notre marché? Donc là aussi, on laisse ça sur oui. Et finalement, il y a une quatrième étape. On a la possibilité de fournir des données sur les achats durables. Donc il s'agit d'une section données politiques où pour l'instant, on a encore le choix de dire oui ou non si on veut donner ou fournir ces données, mais c'est pas obligatoire pour l'instant. Je sauvegarde. Et voilà, on se trouve dans notre invitation. L'invitation se trouve en statut en préparation, donc ça veut dire qu'on doit encore préparer un peu les choses et notamment notre lettre d'invitation, la shortlist des documents, mais également le paramétrage général de notre invitation, date limite de soumission, les paramètres du forum et la configuration du coffre-fort. Donc avant de en ce moment, on ne pourra pas valider et soumettre parce qu'il y a encore plein de données obligatoires qui manquent, donc on ne sait pas continuer. Donc on va parcourir les différentes étapes et les différentes sections de cette invitation. Donc on va commencer ici, parce que le type de procédure, objet du marché, paramètres généraux, tout ça on a défini dans notre wizard. Ici on va continuer maintenant avec la date limite de soumission. Donc, comme il s'agit d'une procédure pour laquelle il y a un délai qui est fixé ou qui, en tout cas, la législation suggère un délai pour calculer la date limite de soumission, il y a un bouton ici prévu dans notre plateforme qui va justement se baser sur ce délai prévu dans la loi pour proposer une date. Donc ici, une date est proposée, ça prend en compte les week-ends, les jours fériés officiels, ça prend également en compte un jour de sécurité en plus et on prend toujours des heures pendant les heures de bureau. Voilà. Mais on peut changer si on veut, c'est juste une suggestion. Et on peut également encore changer le mot de passe, donc souvenez-vous, le mot de passe que les entreprises devront encoder pour accéder à notre invitation. Je sauvegarde. Je continue avec les paramètres du forum. Donc, quand est-ce que mon forum s'ouvre? À partir de quand est-ce que les invités pourront soumettre des questions? À partir d'aujourd'hui. Et quand est-ce qu'il sera clôturé? Jusque quand est-ce que les soumissionnaires peuvent poser des questions? On va prendre une date la veille de la date limite de soumission. Et puis on a encore le choix, est-ce que pour la visibilité des questions, est-ce qu'on veut que les questions soient tout de suite visibles? Ça veut dire dès qu'une entreprise soumet une question, est-ce que d'autres entreprises qui vont consulter l'invitation pourront voir cette question? Ou est-ce que plutôt on veut que les questions restent cachées jusqu'à ce qu'on ait eu le temps de notre côté en tant qu'acheteur de fournir une réponse? Voilà. Ensuite, il y a la configuration du coffre-fort, donc le coffre-fort qui sera utilisé pour recevoir les offres. Il y a quelques paramètres, un paramétrage à faire. Est-ce qu'on veut que les soumissionnaires indiquent les prix sur le formulaire de soumission? Est-ce qu'ils peuvent charger uniquement les fichiers ou également des codes hachage des fichiers? Est-ce que la signature est obligatoire? Donc tout cela c'est déjà rempli par défaut, on ne va rien changer. C'est juste pour la clôture automatique, là on va dire oui. Une fois la deadline atteinte, on veut que le système bloque toute soumission par les entreprises. Et puis il y a encore deux paramètres, le délai d'attente entre la date limite de soumission et l'ouverture, et le nombre d'acheteurs requis pour l'ouverture, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Donc je sauvegarde.
Ensuite, on a encore les enveloppes, donc ça permet de créer des enveloppes dans lesquelles les soumissionnaires seront ou seraient obligés de trier les documents qui vont charger dans le coffre-fort. Donc, ça peut être utile, par exemple, pour faire le tri entre les documents techniques de l'offre et les documents qui portent plutôt sur les aspects financiers. Mais donc, c'est pas obligatoire non plus, vu qu'on est dans une PNSPP, on va pas créer des enveloppes. Il y a aussi la possibilité d'utiliser le guide de soumission, donc de compléter des lignes directrices que les soumissionnaires pourront voir au moment où ils sont en train de soumettre. Donc là, on peut mettre un rappel comme quoi ils peuvent pas, je sais pas, oublier de remettre un document spécifique, mais c'est pas obligatoire non plus. Donc ici, on a tout configuré pour la configuration générale. Évidemment, on pourra toujours pas continuer puisqu'il y a encore la lettre d'invitation qu'il faut écrire dans minimum une langue et aussi ajouter des entreprises à la shortlist. Pour la lettre d'invitation, c'est très simple, j'active le mode édition et j'ai déjà préparé une lettre que je vais simplement coller dedans. Ici, bonne pratique, je vais mettre la date limite de soumission dans ma lettre d'invitation. Donc il est, je ne sais plus à quel moment c'était, je vais déjà sauvegarder et vérifier. 2h moins quart, ok. Voilà, et on met à jour la lettre. Donc tant qu'on est dans le statut en préparation, on peut encore tout changer. Paramétrage, lettre d'invitation et shortlist. Passons maintenant à cette shortlist. Donc ici, on va ajouter les entreprises qu'on souhaite inviter. Pour cela, il y a plusieurs outils à notre disposition. Il y a d'abord le bouton Ajouter qui ouvre cette fenêtre où on a le choix entre 4 options pour ajouter des entreprises. Donc soit manuellement, ça s'explique, voilà, c'est très simple, on peut simplement encoder les données de l'entreprise qu'on souhaite inviter. Donc il faudra donner son nom, numéro de BCE, pardon, l'adresse email évidemment et la langue de communication souhaitée. Voilà. On peut également utiliser une connexion avec la banque Carrefour des entreprises pour chercher des entreprises. Donc, si je tape, je sais pas, on est à la recherche d'entreprises et nettoyage. Donc, si je tape nettoyage, non. Ah voilà, il y a quand même des résultats. Donc, je peux sélectionner une entreprise ici. Ces données seront complétées. Il ne me reste plus qu'à compléter la langue de communication souhaitée, qui est surtout importante lorsqu'on va rédiger la lettre d'invitation en plusieurs langues. Comme ça, le système peut tenir compte de la langue de communication préférée pour chaque entreprise pour faire l'envoi de la lettre. Et évidemment, on doit spécifier une adresse mail. Donc ça sont les deux options, soit manuellement, soit via la banque Carrefour des entreprises. Je vais une fois clôturer le champ et le rouvrir pour expliquer les deux autres options, à savoir organisation et entreprise étrangère. Donc qu'est-ce que c'est? Sous organisation, vous allez, via un menu déroulant, pouvoir accéder à des entreprises que vous auriez déjà sauvegardées sous votre organisation. Alors c'est un peu dommage ici que je viens de créer mon organisation hier, donc je n'ai pas d'entreprise pour l'instant. Je vais peut-être quand même vous montrer. Donc si je tape nettoyage, maintenant je vais rechercher une entreprise dans la banque Carrefour des entreprises. Je vais définir sa langue de communication préférée, infofake, voilà. Et je vais dire, je veux sauvegarder cette entreprise pour plus tard. Donc voilà, il me propose le nom sous lequel je veux sauvegarder. Voilà, je vais de nouveau effacer cette entreprise. Et donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc ici, sous organisation, là, vous allez trouver les organisations que vous avez sauvegardées, que vous avez déjà associées à votre organisation. Et donc, vous dites, voilà, je veux garder les coordonnées de ces entreprises-là pour pouvoir les retrouver facilement et les réutiliser. Vous voyez maintenant, je viens de sauvegarder cette entreprise et je peux facilement récupérer ces données. Donc ça, c'est au niveau de l'organisation. On a un système presque identique, mais qui ne se limite pas à votre organisation, mais qui va plutôt afficher toutes les entreprises
enregistré par tous les pouvoirs adjudicateurs sur la plateforme. Donc toutes les organisations, s'ils vont sauvegarder des entreprises étrangères, donc non belges, elles seront listées ici. Donc vous voyez ici, il y a déjà des entreprises, une entreprise des Pays-Bas, de la France et ainsi de suite. Donc c'est une sorte d'alternative pour une alternative locale dans notre plateforme e-procurement pour la banque Carrefour des entreprises, où évidemment on va retrouver que des entreprises belges. Donc ici on a également la possibilité, si on va créer une entreprise étrangère et qu'on va la sauvegarder pour plus tard, elle apparaîtra ici sous la liste, dans la liste entreprises étrangères, et tout le monde, n'importe quel adjudicateur qui utilise la plateforme pourra retrouver cette entreprise. Voilà, donc ça c'était 4 options, mais c'est pas tout. On a encore une autre option pour ajouter des entreprises à la shortlist, qui est une autre option qui est aussi très intéressante. Donc ici, il s'agit du bouton importer. Et là, on ouvre de nouveau un champ de recherche qui nous permet de trouver des entreprises. Et ici, on a le choix entre entreprises dans ce dossier et entreprises enregistrées sur la plateforme. Alors, la première option, elle ne donne aucun résultat pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de travailler dans un tout nouveau dossier où évidemment il n'y a pas d'entreprise qui est associée pour l'instant. Mais cette option sera utile, par exemple quand on fait une procédure en plusieurs phases, qu'on a déjà fait la partie publique avec la publication, on a reçu les demandes de participation. Dans ce cas-là, on pourra aller chercher les entreprises ici qui ont soumis une demande de participation et qui apparaissent sur le PV d'ouverture, pour les ajouter, en tout cas celles qu'on veut inviter, pour les ajouter à notre shortlist. Donc ça, c'est une option. L'autre option, c'est une fonctionnalité dont on veut vraiment encourager l'utilisation, c'est la recherche des entreprises enregistrées sur notre plateforme. Donc ici, vous avez la possibilité de chercher dans les cartes de visite de toutes les entreprises qui se sont enregistrées sur la plateforme. Et en plus, donc vous voyez ici, on a déjà plein de résultats, mais en plus à gauche, on a des critères de recherche qui nous permettent de filtrer les résultats. Évidemment, ici, on est sur un environnement de test, donc les données ou le nombre d'entreprises qui est disponible est plutôt limité. Mais il faut savoir que sur la plateforme, la vraie plateforme, toutes les entreprises qui vont s'enregistrer pour participer à des marchés publics seront normalement disponibles ici et vous allez pouvoir les rechercher. Donc, on était dans la situation où on allait faire un marché pour le nettoyage d'une école de la commune. Donc ici, on va utiliser les critères de recherche justement pour chercher des entreprises. Donc je vais cliquer sur je suis intéressé par et indiquer que je suis à la recherche d'entreprises qui s'occupent de services. Évidemment, quand je cherche, ça va donner plein de résultats. Donc je vais encore mieux cibler ma recherche. Et de nouveau, je vais pouvoir utiliser le code CPV pour chercher de manière plus précise des entreprises. Donc voilà, voici le code CPV qu'on avait attribué à notre dossier, à notre marché. On va utiliser celui-là pour voir ce que ça donne quand on fait une recherche. Je clique sur chercher et vous voyez qu'il me reste 6 résultats. Voilà, je peux consulter les données de chacune de ces entreprises. J'ai un aperçu général, mais je vois que moi je suis situé sur Bruxelles, donc je ne vais peut-être pas inviter des entreprises qui sont à Diest ou à Olen, en Campine, à Leopoldsburg. Mais ici, il y a des entreprises de Bruxelles, donc je peux aussi limiter la recherche via un filtre géographique, le code NUTS. Donc si j'indique, voilà, montrez-moi que les entreprises qui ont indiqué qu'elles sont actives dans la région de Bruxelles-Capitale. Je vais sélectionner, sélectionner ça, chercher, et vous voyez qu'il me reste 3 entreprises de Bruxelles qui qui offrent des services de nettoyage. Voilà. Je vais sélectionner ces entreprises et en un clic, allez, en 4 clics si on veut, on les ajoute à la shortlist. Je peux encore modifier les données de chacune de ces entreprises. Je peux ajouter des adresses mail supplémentaires. Je peux les supprimer, en ajouter d'autres, et ainsi de suite. Mais vous voyez que c'est un système très flexible qui vous offre beaucoup de
possibilités, soit pour trouver de nouvelles entreprises, soit pour retrouver les entreprises avec lesquelles vous avez déjà été en contact ou avec lesquelles vous avez déjà travaillé. Je passe maintenant à la dernière étape, les documents. Donc ici, on va ajouter les documents du marché qui seront évidemment disponibles que pour les entreprises invitées. Hein. C'est pas comme une publication où tout apparaît dans le bulletin des adjudications. Donc tout ce qu'on charge ici, ça ne sera visible que pour les entreprises invitées. Donc je vais cliquer sur Ajouter documents. Et sur mon PC, je vais sélectionner un cahier des charges et un fichier de documentation, une présentation. Voilà. Je vais changer le titre, ça c'est le cahier des charges, ça c'est la documentation, hop, et je sauvegarde. Voilà, donc maintenant on a tout préparé pour pouvoir soumettre notre invitation et l'envoyer. Donc ici, on a complété la configuration, on a écrit la lettre d'invitation, on a ajouté des entreprises à la shortlist, on a ajouté des documents, et évidemment, les parties forum et coffre-fort ne sont pas encore disponibles. Il faut d'abord envoyer l'invitation. On va valider et soumettre. Donc ici, je soumets l'espace de travail ou l'invitation pour approbation. Elle passe en statut soumis, et la personne qui a le rôle nécessaire pour pouvoir approuver des espaces de travail pourra ensuite dire voilà, j'approuve ou je remets en préparation s'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ça peut être une autre personne. Ici, j'ai les deux rôles, donc je peux moi-même approuver mon invitation et l'envoyer. Voilà, et donc ici, c'est expédier ou envoyer. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On va ouvrir notre boîte mail. Donc, qu'est-ce qui a été renvoyé exactement? Ouais, malheureusement, parce que mon profil est en néerlandais, j'y ai pas pensé, mais donc en tant qu'acheteur, je reçois une lettre d'invitation ici en néerlandais, comme j'ai dit, parce que c'est ma langue préférée dans la plateforme, mais si dans votre profil vous indiquez que vous êtes francophone, vous allez évidemment recevoir la communication en français. Mais donc vous recevez une communication comme quoi la lettre d'invitation pour dossier un tel a été envoyée, à quel moment cette invitation a été envoyée, à quelles entreprises l'invitation a été envoyée, y compris les adresses mail, et finalement la lettre d'invitation qui que vous avez rédigée, qui a été envoyée. Voilà, donc ça c'est le mail que vous recevez en tant qu'acheteur. Ici, en tant qu'entreprise, vous allez recevoir ce genre d'email. Voilà, vous avez été invité par l'organisation Intel pour consulter l'invitation sur la plateforme e-procurement. Donc chaque entreprise, on indique clairement pour quelle entreprise est destinée cette invitation avec son numéro BCE pour qu'on puisse pas se tromper. Hein, il y a un lien unique qui donne accès à cette invitation et le mot de passe dont on aura également besoin pour pouvoir ouvrir cette invitation. Et finalement, la lettre qui a été écrite par l'adjudicateur. Donc voilà, maintenant on va essayer d'ouvrir cette invitation. Donc je vais d'abord déjà copier le mot de passe parce que j'en aurai besoin pour accéder à l'invitation, et puis je clique sur le lien. Le système me demande ensuite de me connecter à la plateforme. Je dois chercher mon compte entreprise. Je pense que c'est celui-ci. Non, c'est pas le bon compte. Je vais me déconnecter, pardon. Je vais évidemment avoir le compte sous lequel j'ai créé mon entreprise, pour laquelle j'ai reçu l'invitation. Voilà, ici. C'était une invitation pour Société Anderlechtoise de nettoyage que j'ai enregistrée sous mon compte entreprise. Donc, je vais dire, voilà, je vais participer avec cette entreprise-là. Dans un compte entreprise, on peut enregistrer plusieurs entreprises. C'est pour ça que j'ai ce menu déroulant. Mais bon, je sélectionne la bonne. Et puis, je mets le mot de passe que l'acheteur nous a transmis via le mail. Et j'accepte.
On arrive ici dans l'invitation, donc c'est très semblable à une publication si vous avez déjà vu une publication. Donc on a une description, les données générales de l'invitation et du marché, quelques données sur l'invitation, les échéances, donc jusqu'à quand est-ce que je peux soumettre une offre, et à partir de quand et jusqu'à quand est-ce que je peux soumettre des questions sur le forum. Puis les données juridiques, procédures et bases légales. On a les lots. Il n'y a qu'un seul lot, c'est un marché assez simple. Sous documents, je peux télécharger, j'ai un aperçu de tous les documents qui ont été publiés par l'acheteur. Je peux les télécharger un par un en cliquant sur le petit menu ici. Soit je clique sur Download All et je recevrai un fichier zip avec l'ensemble des documents. Sur le forum, je peux aussi poser des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais je peux donc facilement poster ma question. Si je soumets une question, l'adjudicateur en sera averti par mail et vice-versa. Quand l'adjudicateur va répondre à ma question ou quand il va publier la réponse, je recevrai également un email. Par le simple fait qu'on a ouvert l'invitation, elle s'est ajoutée à une liste My Dossier, donc mes dossiers. Je vais me mettre en français, pardon. Et donc j'ai une liste mes dossiers sur laquelle j'ai les dossiers auxquels je participe ou les invitations que j'ai déjà ouverts. Donc par exemple ici, on a notre dossier qu'on vient d'ouvrir et pour lequel les notifications sont activées. Donc ça fait dire s'il y a des actions qui se font sur ce dossier ou sur cette invitation, je vais être averti par email. Comment se déroule maintenant la soumission d'une offre? Ben, c'est très simple, donc j'ouvre l'invitation et je clique sur confirmer participation. Ici, on entre dans l'espace de soumission, donc on peut préparer son offre. Donc on voit ici que notre soumission est en statut en préparation et qu'il faudra compléter plusieurs étapes avant qu'il soit envoyé et déposé, remise dans le coffre-fort de l'adjudicateur. Donc ici les trois premières étapes sont déjà actives, l'identification, les lots et les documents. C'est ce qu'on voit également ici dans le menu à gauche. On a un gros message en rouge qui nous avertit que, attention, votre soumission n'a pas encore été envoyée, elle n'a pas encore été remise dans le coffre de l'adjudicateur. Donc, dans ce statut-ci, si on ne fait rien, ben, quand l'acheteur va faire l'ouverture, il ne verra pas notre offre. Donc, il faut encore compléter les étapes ultérieures, l'étape de signature du rapport de dépôt et finalement l'étape d'envoi. Bien sûr, avant de cliquer sur finaliser pour passer à l'étape suivante, on va d'abord compléter les trois étapes qui sont actives pour l'instant, identification, lot et document. Identification, c'est simplement notre identification en tant que soumissionnaire. Donc, il y a les données personnelles de la personne et les données qui sont reprises à partir de mon compte personnel. Et puis les données de l'entreprise qui, dans le cas d'une invitation, ont été définies par l'adjudicateur. Si je veux, je peux encore activer le mode édition, mais je ne pourrai changer que l'adresse mail et le numéro de téléphone. Les autres entreprises, c'est l'acheteur qui a dit, voilà, c'est entreprise une telle que j'invite, donc c'est entreprise une telle qui doit répondre. Ensuite, sous lot, je pourrais indiquer les lots auxquels je fais participer. Comme il n'y a qu'un seul lot, il n'y a rien à ajouter. Et sous document, c'est très simple, je vais pouvoir ajouter les documents que je souhaite remettre à l'acheteur. Donc je vais prendre mon formulaire d'offre que j'ai préparé en PDF et un document avec des références. Voilà. Je sauvegarde et les documents sont ajoutés. Tant que je suis dans le statut en préparation, je peux encore tout changer. Ça veut dire que je peux retirer des documents, je peux supprimer des documents, je peux en ajouter d'autres. Je peux encore changer, s'il y avait eu plusieurs lots, j'aurais pu changer les lots auxquels je participe et je peux encore changer les données de l'entreprise ou mes coordonnées personnelles. Maintenant, quand on va passer à l'étape suivante, l'étape de signature, ce qui va se passer, le système va rédiger un rapport de dépôt. Le rapport de dépôt va décrire tout ce qu'on a soumis et tout ce qu'on a coché ou fourni comme information. Donc, ça veut dire, une fois ce rapport créé, on ne saura plus modifier nos données ici. Évidemment, il y a toujours moyen de revenir en arrière et d'écraser le rapport de dépôt pour corriger des données et puis
refaire la même démarche pour finaliser et créer un nouveau rapport de dépôt. Mais donc, si on clique sur finaliser, voilà, je confirme, on voit que ces 3 premières étapes sont toujours disponibles, donc je peux toujours vérifier ce que j'ai fait, mais je ne peux pas corriger, je ne peux plus corriger. Notre soumission est en attente d'envoi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Sous signature, on va la signer. On peut télécharger le rapport de dépôt, le signer en dehors de la plateforme et puis importer la copie signée via ce module de téléchargement. Donc, si on dit signer en dehors de la plateforme, ça veut toujours dire avec une signature numérique, donc par exemple votre carte d'identité. Télécharger à quoi ressemble le rapport de dépôt, c'est un document PDF avec les données du marché, de l'adjudicateur, les données de l'entreprise, et puis les lots, l'information sur les lots et sur les documents pour lesquels on va participer, ou les documents qu'on a remis. Donc soit on signe ce document PDF en dehors de la plateforme et on importe la copie signée, mais évidemment la piste la plus simple, je pense, pour les soumissionnaires belges, c'est la méthode intégrée pour signer avec EID. Donc pour cela, je n'ai pas besoin de télécharger le rapport de dépôt, je clique juste sur signer avec EID, je suis redirigé vers le service de signature du BOSA. Évidemment, j'ai déjà mis ma carte d'identité dans mon lecteur de carte, je clique sur signer. Je mets mon code PIN et vous allez voir que je serai redirigé vers la plateforme avec une version signée du rapport de dépôt. Malheureusement, il y a un petit problème pour l'instant avec le service de signature du BOSA. C'est parce qu'on est associé à une... on est lié à l'environnement de test. Mais c'est pas grave, ça me permet de vous montrer le flux signature en dehors de la plateforme. Donc voilà, ici je télécharge mon rapport de dépôt et en bas il y a un espace prévu pour mettre une signature numérique. Donc je fais un certificates, je vais signer avec ma carte ID dans cette zone qui est prévue. Voilà. Regardez le fichier signé. Et avant qu'il sauvegarde, évidemment, je devrais aussi mettre mon code PIN pour confirmer la signature. Voilà, donc maintenant j'ai un document signé en dehors de la plateforme que je pourrais importer via ce menu. Hop. Et là aussi, le système va essayer de valider la signature qu'il y a dans le document. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'une signature via le flux EID, mais via le flux externe. Mais toujours est-il que le système arrive à vérifier, parce qu'il s'agit d'une signature EID, qui est le signataire, à quel moment a-t-on signé, est-ce qu'il s'agit d'une signature qualifiée, et est-ce qu'il y a eu des soucis de validation, oui ou non. Voilà. Donc ici, on a signé. Si plusieurs personnes veulent signer, elles le peuvent. Donc il suffit de changer la carte d'identité ou, je sais pas, voilà. Et puis, il nous reste qu'à compléter la dernière étape, c'est l'envoi de l'offre. Je confirme. Et maintenant, j'ai un message de confirmation en vert qui dit que voilà, mon offre a été déposée dans le coffre-fort de l'adjudicateur. Donc ça veut dire quand l'acheteur il va faire l'ouverture du coffre-fort, il verra l'offre que j'ai soumise. Voilà pour ce qui est du côté entreprise. Maintenant, on va repasser côté acheteur, adjudicateur, et on va passer à l'ouverture. Évidemment, on ne pourra pas faire l'ouverture pour l'invitation qu'on vient de créer il y a quelques minutes, parce que là, la date limite de soumission n'est pas encore atteinte, mais j'ai préparé un autre dossier. Voilà, donc c'est un dossier très semblable. Je descends dans le niveau passation où je trouve mon invitation. Donc vous voyez ici, voilà, la date limite de soumission était ce matin à 11h20. Vous voyez que c'est la même shortlist que j'ai utilisée, les mêmes documents et ainsi de suite. Mais maintenant, le coffre-fort est prêt pour être ouvert. Donc, il suffit de cliquer sur Open. Et le coffre-fort s'est ouvert. Donc,
on voit ici qu'on a la liste des entreprises qui ont soumis une offre. Il n'y a pas de soumission annulée. Et on a également le PV d'ouverture qui s'est créé. Donc le système génère automatiquement un PV d'ouverture au moment d'ouvrir le coffre-fort. Évidemment, ce PV, il est en préparation. Donc il n'est pas encore publié, il n'est visible nulle part, il n'est visible que pour l'acheteur. On revient là-dessus tout à l'heure. D'abord, on va faire le tour du coffre-fort. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du coffre-fort? Comme j'ai dit, les entreprises ou la liste des entreprises qui ont participé. Il y a un bouton pour télécharger le coffre-fort dans son ensemble. Donc là, j'aurai un fichier zip avec tous les fichiers soumis par les différentes entreprises. J'ai ici quelques informations. Quand est-ce que l'entreprise a envoyé son offre ou sa soumission? Et un petit indicateur, est-ce qu'on a trouvé des signatures? Donc ici, il ne s'agit pas, soyons clairs, il ne s'agit pas d'une validation de la signature, on ne sait pas vérifier est-ce que c'est vraiment une... ça n'indique pas si c'est une signature qualifiée qui a été enregistrée ou si c'est la personne correcte ou les personnes correctes qui ont signé. Non, c'est juste, est-ce qu'on détecte quelque chose qui pourrait être une signature? Donc si on ouvre par exemple notre société andré-lectoise de nettoyage, donc ici, on a les détails de chaque entreprise, les coordonnées du soumissionnaire, coordonnées de l'entreprise, les lots auxquels l'entreprise a participé, les documents qu'elle a soumis, qu'on peut évidemment aussi télécharger séparément dans un fichier zip ou un par un, en cliquant sur le petit menu. Et sous signature, on voit qu'en effet, une signature a été réalisée via le flux EID. On voit le nom du signataire, à quel moment est-ce que cette personne a signé et est-ce qu'il s'agit d'une signature qualifiée électronique. Voilà. Historique, ça c'est l'historique des soumissions. Si l'entreprise aurait à un moment donné, évidemment avant la date limite de soumission, mais si l'entreprise aurait retiré son offre et puis remis une nouvelle offre, on verrait ça ici s'il y avait eu une annulation. Voilà, donc ça c'est le coffre-fort. Ensuite, on passe au PV d'ouverture qu'on va maintenant rédiger. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire parce que la plupart des informations sont déjà complétées par la plateforme. Donc si on clique dessus, ça c'est le PV d'ouverture. Il y a un champ on peut mettre un commentaire général. Donc on peut activer le mode édition et mettre un commentaire général pour... si vous avez des remarques à ajouter concernant l'ouverture. Il y a quelques données concernant le dossier, concernant le marché, concernant le paramétrage du coffre-fort, par exemple la date limite de soumission, est-ce que la signature était obligatoire, le moment d'ouverture. Et très important ici, on a le paramètre qui nous permet de déterminer la visibilité du PV d'ouverture. Donc par défaut, ça va se mettre sur non publié, mais on a toujours la possibilité de dire, voilà, je veux que après sa publication, le PV soit visible à tous, soit uniquement visible pour les soumissionnaires. Évidemment, cette première option n'a pas beaucoup de sens dans une invitation, puisque ce n'est que les entreprises invitées, de toute façon, qui pourraient avoir accès au PV d'ouverture. Voilà. Donc on va pas changer ça. Et puis ici en bas, on a la liste des soumissions, donc la liste des entreprises qui ont soumis une offre. De nouveau, on peut cliquer dessus. Et on a alors les détails pour chaque entreprise. On a un champ de commentaires pour chaque soumission. Donc ici, je peux donner ou compléter des commentaires spécifiques qui portent sur la soumission de cette entreprise. J'ai les coordonnées du soumissionnaire, de l'entreprise. Je peux éditer tout ça, donc je peux changer les données. Les signatures de la soumission, donc on a les personnes qui ont signé, on peut éventuellement ajouter d'autres signataires si on veut, en complétant leur nom. Et on a la liste des lots. S'il y a plusieurs lots, évidemment, on peut aussi indiquer, par exemple, si quelqu'un s'est trompé et qu'à partir des documents qui ont été remis, il ressort que la personne a participé à plusieurs lots, mais qu'elle a oublié d'en cocher un ici dans la liste, on peut encore corriger ça en tant qu'acheteur avant de publier le PV d'ouverture. On a également la possibilité, si jamais le besoin en est, d'ajouter une offre manuellement. Donc si je clique sur ajouter, j'ai une soumission vide qui est là.
et pour lesquels je devrais compléter les données qui manquent. Donc voilà, c'est possible, mais c'est évidemment pas obligatoire. Et dans la plupart des cas, on va rien changer par rapport à ce qui a été remis via la plateforme. Donc, je vais supprimer cette soumission. Voilà. Et maintenant, je vais finaliser mon PV d'ouverture. Ça veut dire que je vais fixer son contenu. Je dis que voilà, c'est bon, tout ce qu'il y a dedans, c'est correct. Et je vais finaliser. J'ai un petit rappel concernant la visibilité, hein, juste pour dire, attention, pour l'instant, c'est ça, la visibilité de votre PV. Si vous voulez changer ça, ben, faites-le. Mais en tout cas, on peut encore changer la visibilité à tout moment. Donc vous voyez ici, on est en statut finalisé. Je peux encore changer la visibilité. Et même après la publication, on pourra encore changer cette visibilité. Donc ici, dans le statut finalisé, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut télécharger la version PDF du rapport d'ouverture qui reprend donc les données du marché, données du coffre-fort, et puis pour chaque soumissionnaire, les données obligatoires, en tout cas, allez, obligatoires selon la loi, le nom de l'entreprise, son numéro d'entreprise, les adresses, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on peut signer ce rapport de ce PV d'ouverture, c'est pas obligatoire, mais on peut, soit de nouveau en dehors de la plateforme, donc en téléchargeant le PDF, en le signant en dehors de la plateforme et en téléchargeant ensuite la copie signée, soit on a aussi le flux intégré avec EID. J'ai encore une fois essayé, on va voir ce que ça donne, si ça marche. Il faut savoir qu'on est sur un environnement de test, autant notre plateforme que le service de signature, donc il peut toujours avoir des petits bugs. Voilà, et maintenant ça a marché. Donc vous voyez maintenant une signature de type EID a été enregistrée et on a les mêmes données qu'avant. On peut aussi télécharger la version signée du PV d'ouverture. Et si plusieurs acheteurs ou plusieurs adjudicateurs veulent signer, ben ils peuvent. Toutes les personnes qui ont accès au dossier via l'organisation ou via des rôles au niveau du dossier pourront venir ajouter leur signature. Et puis quand on estime que tout est prêt, que toutes les signatures nécessaires ont été enregistrées, on peut passer à la dernière étape qui est la publication. Une fois de plus, le système va nous rappeler la visibilité, qu'on pourra encore changer par après, mais voilà, c'est quand même important, donc d'où ce rappel. Je confirme et le PV est maintenant publié. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant pour compléter ou la partie passation, si on veut, de notre procédure négociée sans publicité préalable ou sans publication préalable? On a plusieurs options. Soit on pourrait se trouver dans la situation où il faut renvoyer par exemple une deuxième invitation parce qu'il y a un tour de négociation qui va s'ajouter à la procédure. Donc on peut facilement créer une invitation, une deuxième. Évidemment, les données ici sont déjà complétées, donc on ne peut plus les changer parce qu'on a déjà envoyé une première invitation. Donc ça, c'est verrouillé. De nouveau, on sélectionne le but de cette invitation. On génère un mot de passe. Je ne vais pas changer les autres paramètres. Et maintenant, je pourrais donc refaire la même démarche, configurer cette invitation, écrire une nouvelle lettre d'invitation et ici la shortlist est vide, mais évidemment maintenant on va pouvoir se servir de la fonctionnalité importer. Je pourrais dire justement je veux sélectionner les entreprises dans ce dossier. Par exemple les entreprises que j'avais invitées la fois précédente. Bon, je ne sais pas pourquoi ils apparaissent deux fois, mais ça c'est un petit bug. En tout cas, je peux facilement les sélectionner et les ajouter à ma shortlist. Pareil, je peux aussi dire, je vais prendre les entreprises qui se trouvent sur le PV d'ouverture. Évidemment, ici, ce sont les mêmes, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même une certaine flexibilité de chercher n'importe quelle entreprise qui, à un moment donné, a été associée à votre dossier, à votre marché. Et comme ça vous évite de devoir encoder les données deux fois.
Voilà, on va pas continuer cette piste, donc je vais supprimer cette invitation. Il nous reste plus qu'à publier l'avis d'attribution. Donc pour cela, de nouveau, on va se mettre dans la partie passation de notre dossier. Donc ici, on a notre invitation qui est envoyée. Ici, on va ajouter maintenant une publication. De nouveau, on a un petit wizard. Et dans la deuxième étape, on va devoir sélectionner le formulaire. Il s'agit d'une attribution qu'on souhaite faire. Puis on a des drop-down ou des menus parmi lesquels il faut faire un choix. C'est pour vous aider à sélectionner le bon formulaire e-form. Il y a 40 formulaires de publication. Donc ici, voilà, on va faire une attribution de marché régime ordinaire. La procédure, elle est déjà là, évidemment, parce qu'on ne sait plus la changer maintenant. Et il ne nous reste plus qu'à sélectionner l'avis de marché qu'on souhaite publier, donc soit l'avis d'attribution de marché standard, si on veut, donc l'avis d'attribution classique, soit l'avis d'attribution de marché simplifié. Évidemment, pour une PNSPP, logiquement ou probablement, vous allez prendre l'avis d'attribution simplifié. Or, pour l'instant, on ne sait pas encore le sélectionner parce que cet avis n'est pas encore disponible dans les formulaires fournis par l'Europe. Donc, ça sera prêt au Go Live, mais pas pour l'instant. Donc ici, on va se servir de l'avis d'attribution normale. On continue. On ne souhaite pas publier cette attribution au TED. On pourrait, si on voulait, mais voilà. Et finalement, de nouveau, une section sur les données politiques qui nous offre la possibilité de compléter, voilà, est-ce que notre marché a tenu compte de certains aspects concernant les achats durables et est-ce que, comment est-ce qu'on a tenu compte lors de la passation des PME, comment est-ce qu'on a facilité, oui ou non, la participation des PME. Donc, c'est deux formulaires qu'on peut activer pour fournir ces données. Pour l'instant, ce n'est pas encore obligatoire, donc on ne va pas activer. Je sauvegarde. Et donc ici, on arrive dans l'espace de publication de notre avis d'attribution. Il n'y a pas grand-chose à configurer ici, juste la date d'envoi, éventuellement, si on veut la changer. Et de nouveau, est-ce qu'on souhaite publier au TED, oui ou non? Mais évidemment, il n'y a pas de forum ni de coffre-fort. On peut associer des documents ou ajouter des documents, mais là aussi, ça sera plutôt rare dans le cas d'un avis d'attribution. Mais si vous voulez, vous avez toujours la possibilité. Et finalement, on a l'avis même, donc l'avis d'attribution qu'il faudra compléter. Donc ça, c'est le formulaire e-form avec ses différentes sections. Ici en bas, les debugging tools, il ne faut pas en tenir compte, c'est parce qu'on est sur une plateforme de test. Donc on a les différentes infos à compléter qui sont déjà en grande partie remplies par la plateforme avec les données qu'on a à notre disposition. Et finalement, pour l'attribution, on a prévu un petit wizard qui vous facilite aussi de compléter cet avis d'attribution, justement parce qu'il faut y inclure les données des entreprises auxquelles on va attribuer le marché. Et donc, en cliquant dessus, on a de nouveau notre moteur de recherche pour les entreprises. Donc ici, de nouveau, on pourra chercher que les entreprises associées à notre dossier, notamment des entreprises qui doivent se trouver sur un PV, sur un des PV d'ouverture dans le dossier, ça c'est logique. Évidemment, il n'y en a qu'un ici, donc on ne peut pas aller vraiment montrer la différence entre les différents PV, mais soit. Mais donc, je peux dire, voilà, je vais attribuer le marché à cette société-là, je vais la sélectionner, et on va voir qu'ici, dans la partie organisation, elle a été ajoutée avec toutes ces données. Donc, son nom, son numéro d'entreprise, adresse, numéro de téléphone et contact. Et pareil, sous résultat, si on descend, on voit que cette entreprise a été enregistrée comme soumissionnaire et que son offre a également été enregistrée et qu'un résultat a été préparé pour justement indiquer que le unique lot sera attribué à cette entreprise-là. Voilà. Pour l'instant, on ne va pas encore compléter cet avis de marché. Ça prendrait un peu trop de temps. Pour le reste, si on veut publier cet avis de marché, mettons qu'il est complet,
on a le même flux à suivre, donc il y a une grande similarité entre les publications et les invitations. Ici, on est en préparation, on va valider et soumettre. Oui, on a un avertissement comme quoi le formulaire de publication n'est pas complet. Évidemment, ici, on peut encore continuer, ce ne sera plus le cas dans la version de production. Un petit avertissement comme quoi on n'a pas ajouté de documents, mais c'est normal, je pense, donc c'est juste un avertissement. On peut continuer. Et de nouveau, quelqu'un devra approuver, soit approuver la publication, soit la remettre en préparation. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être vous-même, ça dépend de vos rôles. Ici, je peux dire, voilà, j'approuve. Et mon avis d'attribution sera publié et apparaîtra dans le bulletin des adjudications. Et comme ça, on est arrivé à la fin de cette démonstration. Je vous remercie pour votre attention.